crois que nous aurons encore l'occasion de revenir sur ce sujet. Passons à un autre thème. Hier, Carlos Ghosn a fui le Japon. Il a convoqué des dizaines de journalistes du monde entier devant lesquels il s'est livré à un show impressionnant, défendant bec et ongle son innocence, expliquant qu'il n'avait pas fui la justice, mais fui pour obtenir la justice. Il est entouré d'une dizaine d'avocats, des meilleures agences de communication. Il a commencé ce matin une autre offensive mondiale à travers les médias, ses avocats. Est-ce qu'il en ferait trop? On écoute ce matin la colère de la ministre japonaise. 個別事件に関する主張があるのであれば、具体的な証拠とともに我が国の法廷において主張すればよいのであり、ゴーン被告人においては我が国の公正な刑事司法手続きの中で公正な裁判所の判断を仰ぐことを強く望みます。Alors j'espère que vous avez tout compris. Sophie Obadia, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de fuir la justice pour mieux obtenir justice? Que c'est possible ça? C'est ce qu'on appelle le forum shopping chez les avocats. Vous choisissez la loi la plus favorable. Non mais sérieusement, ce que dit la ministre de la Justice japonaise, tout est dit. C'est formidable de commencer son allocution en disant s'il doit se défendre. Mais bien sûr qu'il doit se défendre. Donc effectivement, culturellement, nous avons quand même le sentiment que le ministre japonais de la Justice a une vraie difficulté à considérer et à demander à M. Ghosn d'apporter les preuves pour sa défense. Je rappelle, je rappelle que ce n'est pas à lui d'apporter les preuves de l'accusation dont il fait l'objet. Donc, effectivement, il y a un renversement qui est assez inquiétant, mais ça, je l'avais signalé il y a très longtemps. Le Japon, on a le droit de le dire, ne présente pas les critères normaux des droits de la défense qui sont un corpus essentiel dans le monde occidental. Et je pense que c'est un paradoxe exceptionnel que ce soit M. Carlos Ghosn qui devienne le parangon de cette valeur fondamentale qui doit être la nôtre. Alors, mais est-ce que ça donne le droit de fuir? Est-ce qu'il y a des arguments juridiques pour le droit de fuir? Je réponds à votre question. Le droit de fuir, il est contenu, c'est comme ça, c'est un peu cynique ce que je vous ai expliqué, mais quand quelqu'un est élargi, c'est-à-dire quand il sort de détention et qu'il est sous contrôle judiciaire, ici dans notre pays, la fuite, elle est toujours envisageable. Voilà, ça fait partie non pas des droits de la défense, mais des risques d'un système judiciaire équilibré, qui effectivement donne des droits à celui qui peut se défendre, y compris le droit d'être à l'extérieur et de consulter ses avocats et d'être près de sa famille. Ce que dit Carlos Ghosn, c'est qu'il n'a pas pu. Ne veut pas dire qu'elle est légale. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle n'est pas légale, mais elle fait partie des risques sociaux, du risque. C'est un cas prévu par le droit. Non, c'est pas un cas prévu, mais la pratique fait que lorsque l'on remet en liberté une personne, on s'expose à un risque de fuite. Mais encore faut-il que lorsqu'on est en liberté, on puisse profiter des éléments naturels favorables à sa défense, c'est-à-dire voir ses avocats, communiquer librement et voir sa famille. Vous avez bien compris que Carlos Ghosn, quand on lui a présenté l'avenir comme étant assez noir, à savoir qu'il n'aurait pas un procès rapidement, je ne parle même pas d'équité du procès, mais de droit à être jugé dans l'année, ça n'était même pas présenté comme tel. Je ne dis pas que c'est bien de le faire, évidemment que je n'encourage pas la fuite, mais c'est un risque qui est pris en compte, je dirais, par le système judiciaire lorsqu'il est équilibré et bien pensé, comme le nôtre par exemple. En tout cas, mieux que celui du Japon, c'est certain. Nicolas Corato, qu'est-ce que vous pensez de cette situation pour le moins atypique? Moi, je ne vais pas défendre le système judiciaire japonais. Personne ne peut le défendre. Je crois que personne n'est en état de le défendre. Ceci étant dit, ce à quoi on a assisté... Sa communication est exceptionnelle, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est exceptionnel. En même temps, c'était pas une conférence de presse. C'était pas une conférence de presse, c'était une masterclass hier. Oui, c'était quelque chose de complètement hors norme. Enfin, vous, les journalistes, vous n'avez jamais connu une conférence de presse comme ça. On avait l'impression qu'à la fois, il présentait les résultats de son groupe, mais en fait, c'était ses résultats personnels. Il nous a appris la vie. Moi, j'ai compris comment fonctionnait l'évasion fiscale. Enfin, c'est un tuto formidable, mondial, en plusieurs langues, en arabe, en anglais, un peu en français d'ailleurs, un peu en français. Bon, en termes de communication, c'est complètement, c'est un ovni. Enfin, moi, j'avais jamais vu quelque chose d'aussi. Bon, je remarque d'ailleurs qu'on a des dirigeants français qui quand même savent mondialiser leurs problématiques judiciaires. Hein, Dominique Strauss-Kahn, Carlos Ghosn. Je crois que la France a une filière intéressante en la matière. Plus sérieusement, ça pose quand même une question sur le conflit entre, pardon de le dire, mais une forme de mondialisation et la souveraineté des États. C'est-à-dire qu'on a là un ex-dirigeant d'un très grand groupe mondialisé
qui a réussi à finalement aller choisir son tribunal, non pas judiciaire, mais médiatique, dans un pays dont il a la nationalité et où il a pu se réfugier, avec des moyens qui sont les siens, et qui arrive à se soustraire à une justice, quels que soient ses défauts, mais une justice souveraine. Et ça pose une vraie difficulté. Ça pose une vraie difficulté parce que, comme vous le disiez, la fuite fait partie des hypothèses, mais si demain, tout pays considère que tout cadre dirigeant mis en cause dans une affaire de corruption, de fraude fiscale, ne doit plus être en résidence surveillée, mais nécessairement incarcéré parce qu'il y a la vie des hommes d'affaires dans le monde va commencer à être un peu plus difficile qu'elle ne l'était déjà aujourd'hui. Et moi, j'ai quand même une dernière difficulté. Parce que jusqu'à présent, les hommes d'affaires ne s'enfuyaient pas. Non, mais ils pouvaient le faire. Mais ce qui s'est passé là, c'est vraiment, je pense, que politiquement, ça pose. Il y a un frottement très fort entre la mondialisation et la souveraineté des États. Le fait qu'effectivement, il y ait une population de cadres dirigeants, de grands dirigeants, qui échappent d'une certaine manière. Est-ce qu'inversement, souvent, la justice n'est pas instrumentalisée à des fins économiques? Mais parfois, et évidemment, dans l'affaire Ghosn, on sait que c'est une affaire qui est bien plus compliquée que... D'ailleurs, il l'a parfaitement démontré, en tout cas, de son point de vue hier. Moi, j'ai un dernier point qui est un peu sentimental, mais je pense, à titre personnel, que le Liban n'avait pas besoin de ça. Les charges qui sont rapportées contre lui et la défense qu'il peut apporter. Le reste, je dirais qu'il soit riche, qu'il soit avare, qu'il soit même particulièrement obsédé par l'argent, peut-être, mais ça n'est pas vraiment le sujet. Est-ce que réellement les faits qui lui sont reprochés, et il a l'air de dire, mais je n'en sais strictement rien, qu'il ne s'était pas encore voté les sommes pour lesquelles il est poursuivi au Japon, c'est ça qu'il va falloir examiner dans le fond. On lui reproche pas d'être riche, on lui reproche potentiellement d'avoir soustrait encore une fois au fisc des sommes considérables. Non, d'abord, les deux infractions qui sont reprochées, c'est de s'être fait voter des sommes qui auraient accru ses rémunérations sans en avoir averti l'ensemble du groupe. C'est la première phase. Voilà. Mais pour répondre à votre question précisément, est-ce qu'il en fait trop ? Bien sûr qu'il en fait trop. Quand aujourd'hui il répond à la ministre de la Justice japonaise ridicule, là c'est trop. Évidemment qu'il va trop loin et que c'est un personnage excessif. Ça, nous en sommes tous d'accord. Mais il faudra le juger pour ce qu'il a fait. Sa personnalité viendra aussi éclairer les faits, mais pas que sa personnalité. Marie, juste avant qu'on passe à un autre sujet. Oui, parce que ce qu'il dit là, quand il dit j'ai pas du tout renoncé mes droits, Renault, Nissan me doivent, ce dont il parle, c'est de sa retraite. C'est plusieurs centaines de millions milliers d'euros par an. Plus de 700 000 euros par an. Et là, il adresse un message direct à Renault Nissan. Une retraite chapeau, c'est une retraite qu'on négocie pour le jour où on partira. Pour le jour où on prend sa retraite. On négocie avec son employeur. C'est une rente à vie. Et, rien à voir avec l'État. Et là, il lance un débat et un message direct. Il dit, mais je n'ai pas du tout démissionné. Ils ont voulu faire croire que j'avais démissionné. Là, c'est un débat un peu technique. Je me suis mise en retrait pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, mais je n'ai jamais démissionné. Là, ils sont faire tous les procès possibles. Voilà, exactement. Ils sont dans une espèce de guerre qui va être à la fois technique et enfin tout ce qu'on veut, mais voilà, ce qu'il veut récupérer, c'est plus de 700 000 en tout cas, hier, euros ce par show, an à vie. C'est vrai. Comme vous disiez, ce show a quand même convaincu une grande partie de nos internautes qui ont répondu à 58% qu'ils étaient convaincus par ces déclarations. Ils étaient 84 000 votants et les commentaires sont assez partagés sur le site. Carlos Ghosn mange à tous les râteliers, ou bien Babino nous dit Carlos Ghosn est un showman, mais son image est définitivement entachée. Passons à un autre sujet, autre polémique, ils ne l'ont même pas dit à la reine, c'est Meghan et Harry qui eux aussi veulent se faire la malle. Ils ont annoncé qu'ils voulaient prendre leur distance avec la famille royale, ils sont désireux de travailler, d'acquérir une liberté financière et ils s'installeront une partie de l'année en Amérique du Sud.